Donc là, il s'agit d'un chapitre sur ce qu'on appelle les fondamentaux, ce qui nous intéresse à Toulouse, à la fois parce que c'est de l'histoire et parce qu'en fondamentaux, en termes rugbystiques, on a l'habitude de parler de fondamentaux aussi. Donc la conférence que je vais vous faire aujourd'hui est basée sur le livre que j'ai écrit il y a 2 ans pour l'anniversaire de la Révolution de 1917 et qui avait été préfacé par notre camarade Alexis Corbière. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, à partir de 14h à la librairie dans le village, je fais une petite dédicace. Donc c'est une manière de personnaliser le livre pour ceux que ça intéresse. Donc je vous propose de démarrer. Je viens d'apprendre que c'était filmé et enregistré, ce qui est très bien. On peut commencer, vous n'avez pas assez de chaises. Allez en salle Concorde, peut-être à côté, essayez de récupérer des chaises. Voilà. Ou les chaises qu'il y a ici. Voilà, vous pouvez aussi vous mettre là, donc il n'y a pas de souci. Donc, l'idée de faire une formation sur la Révolution de 1917, et j'entends par 1917 un processus qui a commencé en 1905 et qui s'est poursuivi en 1917 et un peu au-delà, c'est de comprendre ce qui a été l'un des événements majeurs du XXe siècle, à savoir que le XXe siècle n'a pas commencé en 1900 du point de vue politique, mais a commencé en 1914 avec la première grande guerre impérialiste et ses conséquences. Et par rapport à un pays comme la Russie, qui a été à la fois travaillé par une deuxième guerre qui arrivait après la guerre russo-japonaise de 1903-1905, la confrontation de 1914 et le fait que des millions de gens du peuple, des ouvriers et des paysans essentiellement, aient été mobilisés pour mener cette guerre avec des conséquences dramatiques sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique, a fait en sorte que le processus révolutionnaire en 1917 a été directement lié à la question de la Première Guerre. Il n'y aurait pas eu la Première Guerre mondiale, il n'y aurait certainement pas eu la Révolution de 1917, au moins pas dans les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Donc les 100 ans qui nous séparent de 1917 sont marqués par un cycle de guerre, de révolution et de réaction comme le fascisme et le nazisme. Parce qu'après la Révolution de 1917, il y a eu toute une onde de choc, à la fois sur le mouvement démocratique et le mouvement ouvrier, mais en réaction avec les autres organisations politiques et les autres confrontations politiques, et que le fascisme, lui aussi, par exemple, en 1919 en Italie, mais l'arrivée du nazisme en 1933, comme la République espagnole, la Révolution espagnole et le Front populaire en 1936, découlent directement des 2 événements précédents que ont été la guerre de 14 et ses conséquences, et la révolution russe et ses conséquences sur le mouvement socialiste et sur la manière de combattre le capitalisme. Donc la Première Guerre mondiale fera entrer le XXe siècle dans l'ère moderne, celle des confrontations à une échelle planétaire, une confrontation jamais atteinte jusque-là entre les nations, les peuples et les classes sociales, et les marquera durablement dans leur chair et dans leur vie. Il faut bien avoir conscience que la révolution d'octobre sera donc une conséquence directe de cette barbarie guerrière à l'échelle planétaire. Il s'agira d'en finir avec cette guerre et de créer les conditions pour ne plus revivre une crise aussi violente et aussi dévastatrice où 65 millions d'hommes ont été jetés dans la guerre, 10 millions en sont morts, 10 millions se verront orphelins et 10 millions en sortiront blessés, estropiés ou mutilés. À cette tragédie de la guerre s'est ajoutée l'infamie de voir les représentants officiels du mouvement socialiste allemand, et même français, appeler à l'union nationale et à voter les crédits de guerre. Ce qui amènera notamment un certain nombre de socialistes révolutionnaires, comme d'une certaine manière Jaurès, qui était sur une position de pacifisme révolutionnaire, mais en Allemagne, Rosa Luxembourg, et dans la Deuxième Internationale, puisqu'ils en étaient membres,
les bolcheviks et les mencheviks à combattre l'engagement dans la guerre, avec des noms aussi prestigieux que ceux de Lénine, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, etc., qu'on retrouvera dans le cadre de notre exposé. Donc la révolution d'octobre amène à l'avènement d'un gouvernement populaire et communiste de surcroît, qui sera une première dans l'histoire humaine. C'est ça qu'il faut noter quand même. C'est que c'est à la fois une révolution consciente, c'est-à-dire une révolution qui avait un projet avant de démarrer son processus. Il y a des processus de révolution dans l'histoire, notamment la grande révolution française, où le processus était plutôt un processus spontané, et les sans-culottes ne se sont pas réveillés le matin en disant on a un programme, on va faire ceci, on va faire cela. De même que les bolcheviks, d'ailleurs, ont été amenés plus loin que ce qu'ils voulaient faire au départ. Mais ils avaient un programme, ils avaient des objectifs, mais en même temps, par empirisme et par tâtonnement, ils ont cheminé avec la logique des événements. Donc cette révolution russe tentera de répondre aux questions du point de vue des exploités et des opprimés dans son propre pays, mais aussi à l'échelle internationale. Et ça, c'est un autre élément qualitatif extrêmement important. Premier élément, un gouvernement populaire, avec un programme révolutionnaire et avec l'idée de changer la nature des événements dans son propre pays, mais aussi à l'échelle du monde, dans une conception internationaliste et universelle. Donc l'onde de choc de la révolution bolchevique va aussi influencer, voire structurer pour les décennies à suivre, la géopolitique mondiale, l'attitude des forces politiques, les contenus des programmes, des mouvements progressistes, révolutionnaires et même réactionnaires. Je vous ai parlé du fascisme et du nazisme. Il ne faut pas oublier que le nazisme, ça s'appelle le national-socialisme. C'est-à-dire que même dans les années 20 et les années 30, la prégnance de la révolution d'octobre est tellement forte que les fascistes radicaux en Allemagne, donc les nazis, sont contraints d'intégrer la logique du socialisme dans leur vocabulaire, dans leur environnement symbolique et dans leur manière de contester. Et on verra, d'ailleurs c'est un élément que je traite demain pour ceux qui veulent poursuivre les échanges sur les fondamentaux, parce que je fais une formation sur le fascisme historique et l'extrême droite aujourd'hui, que le nazisme a été une manière d'appliquer une forme de socialisme, je mets beaucoup de guillemets, du point de vue de la phraséologie extérieure à l'échelle nationale, parce qu'il y a eu un échec de la révolution d'octobre à l'échelle internationale. Donc ce paradoxe-là, on pourra le revisiter ensemble demain si vous souhaitez venir à la formation sur le fascisme. Donc il s'agira ici de présenter les événements sans mythologie ni nostalgie, sans glorification ni justification, mais néanmoins de reconnaître la qualité et le sens des responsabilités des dirigeants politiques qui se sont hissés à la hauteur des tâches historiques qui étaient les leurs. Voilà, les adversaires d'octobre, il y en a plein, il y en a à droite, mais il y en a aussi à gauche, et du socialisme international ont paradoxalement exigé des bolcheviks qu'ils réalisent en quelques années le paradis sur terre avec tout le confort, des détracteurs qui ont pratiqué une évaluation notariale et moraliste des résultats de la révolution dans un pays arriéré économiquement et dans un contexte exsangue de guerre civile. Il faut quand même penser que la Russie a été en guerre de 1903 à 1921, puisqu'il y a eu la guerre russo-japonaise 1903-1905, il y a eu 1914-1918 où les bolcheviks ont arrêté la guerre, mais qu'après il y a eu 3 ans de guerre civile où toutes les bourgeoisies et les royautés sur le plan européen et international se sont liguées contre la jeune révolution, un peu comme ce qui avait été fait contre la Révolution française, pour l'étrangler. Donc imaginez que c'est quand même un pays qui pendant 18 ans a vécu la guerre ou la guerre civile, y compris dans des conditions d'arriération et de pauvreté qui n'étaient pas celles de nos propres pays. Voilà. Donc, on peut aussi juger que nous a fallu plus d'1 siècle pour stabiliser les institutions démocratiques de la République en France. Le capitalisme a lui-même mis des siècles dans les grands pays occidentaux à sortir du Moyen-Âge, du travail des enfants, à améliorer les conditions de vie, à élever la science et la technique,
à bâtir une industrie, des chemins de fer, de la production électrique, etc., etc. Une évolution acquise sous la pression des luttes et des révolutions. Donc il aurait été quand même paradoxal de demander aux bolcheviks de réaliser en 5 ans ou en 10 ans ce que nous avons mis plus d'un siècle à stabiliser et encore. Autre élément important, les acteurs conséquents de cette histoire ont pour nom, les grandes figures, c'est Lénine et Trotsky, un peu Lénine le penseur, un peu Trotsky l'organisateur, encore qu'on verra que tout ça se mélange un peu. Et aujourd'hui, dans la bataille idéologique, il semble tout à fait important de savoir que les noms de Trotsky et de Lénine sont tout à fait prononçables et respectables, au même titre que Robespierre et Saint-Just, eux aussi précisément tant stigmatisés par les adversaires et les ennemis de la grande Révolution française. Je ferai une parenthèse, et comme très rare dans une ville française de pouvoir trouver un nom de rue, non pas de Lénine et de Trotsky, mais de Robespierre et de Saint-Just. Ici, on a une rue Robespierre, c'est une impasse derrière la prison, je vous laisse la symbolique. Notre camarade Alexis Corbière s'était battu il y a quelques années vis-à-vis d'Hidalgo. Il en parle d'ailleurs dans son livre Robespierre revient pour qu'il y ait une rue ou une place Robespierre à Paris. Et Hidalgo avait dit que c'était très compliqué parce que quand même Robespierre c'était controversé, etc. Bon, on en discutera, mais enfin bon, une controverse autour du plus grand homme de notre République qui a proposé la citoyenneté des Juifs, le suffrage universel, l'abolition de l'esclavage, le blocage des denrées et l'abolition de la peine de mort, accessoirement, même si la période de la terreur en a voulu autrement, nous laisse à penser qu'il devrait avoir des places et des rues à son nom. Donc il y a aussi une bataille idéologique à travers tout cela. Et donc j'aurais comme objectif, dans la première partie du livre, dans la première partie de l'exposé, de vous présenter, parce qu'il va y avoir 4 parties. Une première partie, c'est l'année 1917, un processus de révolution permanente. Je vais expliquer ce que c'est que la révolution permanente. Et vous allez voir que ça nous interroge aussi à la lumière du mouvement des Gilets jaunes. C'est comment une revendication économique de départ se transforme en revendication sociale et comment la revendication sociale se transforme en revendication politique. Et tout ça a un caractère à la fois contemporain et universel, à la fois de ce qui a pu être vécu dans différentes révolutions et dans ce que nous avons vécu cette année dans le cadre de prémices de révolution citoyenne autour du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Donc, première partie du livre, processus de révolution permanente sur l'année 1917. Deuxième partie du livre, extraire les principaux acquis de la Révolution, avant de parler d'autre chose, notamment sur la question du féminisme et sur la question de l'instruction. Troisième partie, les éléments critiques par rapport à la Révolution et les explications les plus objectives et les plus matérialistes possibles sur ce qui a conduit au reflux, au changement de régime et à la dégénérescence autour de la notion de bonapartisme et de stalinisme. Et la troisième partie qui va, je pense, vraiment nous intéresser du point de vue de ce que nous faisons à la France insoumise, c'est est-ce que c'est un parti qui prend le pouvoir ou est-ce que c'est le mouvement organique? Et de manière un peu coquine, je vous le dis quand même, j'ai extrait le débat entre Lénine et Trotsky qui avait lieu en septembre 1917 et octobre 1917. Est-ce que c'est le parti bolchevique qui prend le pouvoir ou est-ce que c'est le mouvement citoyen des soviets, pour faire une transposition à l'échelle contemporaine sur les problématiques qui sont les nôtres, à la fois la France insoumise, Podemos, les révolutions protagoniques en Amérique latine, etc. Bien évidemment, on ne pourrait pas tout traiter, mais ce sont des petits flashs pour nourrir la réflexion. Donc voilà comment va être construit cet exposé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, on va d'abord démarrer par ce qui semble le plus évident, c'est qu'est-ce qu'une révolution ? Je vous propose la définition suivante. Une révolution, c'est le bouleversement des structures sociales, culturelles, politiques, économiques. C'est le renversement d'un ordre établi par l'émergence du peuple sur la scène politique. Voilà. Donc, à la lumière de l'histoire et des exemples récents de la révolution de 1905, Lénine caractérise la crise révolutionnaire de façon suivante et de manière dialectique. Il y a crise révolutionnaire quand ceux d'en bas ne veulent plus être gouvernés comme avant,
et quand ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant. Voilà. Et il rajoute « et quand ceux du milieu hésitent et peuvent basculer ». Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous renvoie à la fois à des éléments subjectifs sur on n'en peut plus, on n'en veut plus, on ne peut plus gouverner comme avant en haut, on ne veut plus être gouverné comme avant, mais ça renvoie aussi à la logique des classes sociales, notamment de ce que Marx définissait comme les deux classes fondamentales, la bourgeoisie et le prolétariat. Et on peut penser que dans un pays comme la Russie, c'est le prolétariat et le bloc prolétariat paysan pauvre et paysan moyen contre l'oligarchie liée au tsarisme et aux possédants et au capitalisme qui est en train de se consolider en Russie, qui n'a pas le même développement que dans les pays avancés en Europe, et qu'il y a des phénomènes d'hésitation aussi sur des classes sociales qu'on pourrait caractériser comme intermédiaires. Donc il y a ces deux éléments-là qui se regroupent. Est-ce que je suis assez clair dans mon propos ou est-ce qu'il y a des interrogations? Ça va? La manière avec laquelle je m'exprime vous convient? C'est fluide? C'est pas fluide? Voilà. Parce que je ne veux pas vous assommer avec un lexique qui serait un peu pâteux. Voilà. Donc au départ, une révolution, c'est souvent une situation de révolte où le peuple n'accepte plus sa situation. Cela commence souvent par des manifestations à caractère économique, en général alimentaire, ou liées à un conflit à partir de revendications immédiates et urgentes. Manifestation des femmes en 1789, du pain, manifestation des femmes en Russie le 23 février dans leur calendrier et dans notre calendrier le 8 mars, le jour international des droits des femmes, qui était la journée de la deuxième internationale depuis plusieurs années. Les femmes descendent dans la rue en disant du pain, la fin de la guerre, rendez-nous nos maris qui sont au front et vive la République, et elles chantaient la Marseillaise. Voilà. Et il faut le savoir quand même, pour ceux qui disent que la Marseillaise est un chant nationaliste, quand même intéressant de savoir que les femmes russes ont repris à leur compte la Marseillaise. Voilà. Donc, généralement, comme je vous le disais, ce sont les femmes qui sont les premières à se révolter, à organiser les manifestations. Très rapidement, ces manifestations se heurtent à la police ou à l'armée. À la revendication du pain s'ajoute alors la revendication de justice devant la répression, devant l'assassinat, devant l'arrestation des meneuses ou des meneurs. Ensuite vient la question du partage des vivres et des richesses, des conditions de vie et de travail. À la température sociale qui monte à ce moment-là, la température politique monte parce qu'il y a les éléments de confrontation et de choix politiques et de choix de société qui s'opèrent. Donc à la température sociale qui monte s'ajoute l'augmentation de la température politique. D'une révolte économique, on passe à la révolte sociale et on se pose simultanément les questions politiques avec les exigences qui sont liées à la question du pouvoir, qui profite de la richesse produite, qui dirige, qui contrôle, vers quels objectifs la société doit-elle se tourner, quels sont les outils dont nous disposons pour y parvenir. Et quand la révolution transgresse les questions économiques en questions sociales, puis les questions sociales en questions politiques, c'est alors un processus de révolution permanente dont je vous ai parlé au début. Ça, c'est quelque chose à retenir. Et on peut, même si les analogies ne sont jamais des similitudes, voir que dans le mouvement des Gilets jaunes, en l'espace de quelques jours, on est passé du prix du gasoil à la question de l'ISF, de la question de l'ISF à la question de la 6e République et du RIC, etc., etc., et que très rapidement, ça traduit que le peuple ne veut plus être gouverné comme avant et que le pouvoir ne peut plus gouverner comme avant, à tel point qu'il s'est à la fois radicalisé et qu'il a été obligé de lâcher un peu de lest, même si ce n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu. Mais voilà, il y a des éléments qu'on retrouve dans la grille d'appréciation, dans ce que je vous ai proposé sur la question de la Révolution, à ce qu'on a vécu il y a quelques mois, même si ce n'est pas... Voilà. Donc, 1917, un processus et une année de révolution permanente. Il revient important de revenir donc sur le début du processus, qui a été l'année 1905. La guerre russo-japonaise des années 1904-1905 est un avant-goût de la Première Guerre mondiale. Ça a été une sorte de galop d'essai pour un certain nombre de puissances impérialistes, puisque il y a eu la convoitise sur la Mandchourie, la Chine, la Corée, la Grande-Bretagne
veut une Russie faible, soutient le Japon. La France, elle, finance le tsar à l'aide d'1 milliard d'or et les emprunts russes pour la sidérurgie, les chemins de fer, le transsibérien et l'armement. Donc il y a quelques jalons, on va dire, qui sont posés. Ils n'ont pas fait la guerre russo-japonaise en disant 10 ans après, on va faire la Première Guerre mondiale. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais du point de vue du processus de l'histoire, on peut penser, quand on regarde l'histoire avec un peu de distance, que ce qui s'est passé pendant la guerre russo-japonaise étaient des éléments qu'on a retrouvés à une plus grande échelle dans le cadre de la guerre. Donc, conséquence de cette guerre, misère sociale, désastre de la guerre contre le Japon, le peuple proteste d'abord pacifiquement. Le 22 janvier 1905, le tsar fait massacrer une manifestation pacifique d'ouvriers pétitionnaires qui mettent à leur tête un curé, un pope orthodoxe, Gapon, brandissant pourtant des portraits du tsar, et il y aura 1 millier de personnes qui seront tuées à la mitrailleuse pendant cette révolte. On appelle cela le Dimanche rouge. Donc pendant les mois suivants, la Russie populaire va s'enflammer, la flotte et les garnisons se mutineront. Célèbre mutinerie du cuirassé Potemkin, illustrée à la fois par le film d'Eisenstein, mais aussi la chanson de Jean Ferrat et dans une autre mesure la comédie musicale de Robert Hossein. Dans les années 80, où précisément on voit les soldats se mutiner contre cette vente avariée, grouillant de verre qu'on leur sert, etc. Et célèbre scène, pour ceux qui sont amateurs de cinéma, des marches d'Odessa où on voit le landau qui descend avec cette femme avec les yeux crevés, avec un cinéma très expressionniste. Voilà, donc je vous renvoie à ça. C'est bien de faire des petites fenêtres culturelles dans nos exposés aussi. Les paysans mettront feu aux résidences de la noblesse, réquisitionneront les terres, les ouvriers occuperont les usines. Le 7 octobre 1905, grève générale dans quasiment l'ensemble du pays. Le 17 octobre, effrayé par les grèves et les mutineries, le tsar propose un manifeste impérial dans lequel il concède des libertés politiques comme le droit de réunion et d'expression et une constitution libérale avec un parlement qu'on appellera la Douma. Cette Douma qu'on retrouvera ensuite, voilà. Un certain nombre d'assemblées populaires auto-organisées, très nombreuses, vont se constituer. Et un certain Léon Trotsky devient à 26 ans le président du Soviet de Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc ça, c'est à noter aussi. Avec 2 revendications centrales, la journée de 8 heures et le contrôle sur les finances de l'Empire. En un mois, en novembre 1905, le Soviet va récupérer 94 millions de roubles des caisses du gouvernement. Donc vous voyez... Bon petit rapport de force, comme on dit. En novembre, les ouvriers de Saint-Pétersbourg et de Moscou poursuivent la grève. Voilà. Et puis, à partir du 1er décembre, mouvement réactionnaire organisé par la noblesse, par les Cosaques, par le clergé. Et néanmoins, les soviets de députés ouvriers et paysans restent des organes qui vont jouer un rôle important parce que non seulement ils ont accumulé une expérience concrète, mais ils ont compris qu'ils étaient des éléments de double pouvoir. Donc on retrouvera ça, ça va continuer de manière différente, de manière un peu plus souterraine, mais on retrouvera ça en 1917 dans le processus. Donc, on arrive à 1917, les femmes en première ligne de la révolution de février, alors que la guerre rend la Russie absolument exsangue. Le 8 mars 1917, donc le 23 février dans le calendrier grégorien, jour de la Journée internationale des droits des femmes depuis 1910, les femmes de Pétrograd, Saint-Pétersbourg, manifestent pour le pain, mais aussi pour le retour de l'Homme du front, je vous en ai parlé. Après avoir protesté les jours précédents devant les boulangeries, les magasins d'alimentation contre le rationnement, les femmes décident en tant qu'ouvrières d'aller faire le tour des autres usines pour organiser des manifestations, mais aussi d'être solidaires avec un certain nombre de meneurs qui ont été arrêtés
et qui ont été lockoutés, c'est-à-dire où les usines ont été obligées où ils ont été virés des usines, hein, parce qu'ils étaient les meneurs. Voilà. Il faut savoir qu'en ce début de 1917, il y a 400 000 ouvriers à Petrograd, dont 130 000 ouvrières. La troupe bloque le pont qui sépare le quartier ouvrier de Vyborg avec le reste de la ville, et elle décide de passer sur la Neva gelée. Donc elles traversent la Neva gelée avec leurs enfants dans les bras, etc. Et elles traversent et elles font donc une très très grande manifestation à l'intérieur de la ville, au bout de plusieurs jours. Hein, donc, alors, un petit passage de l'histoire de la Révolution russe de Trotsky, où il dit « Sans tenir compte de nos instructions, les ouvrières de plusieurs tisseries se sont mises en grève et ont envoyé des délégations aux métallurgistes pour leur demander de les soutenir. Il n'est pas venu à l'idée d'un seul travailleur que ce pourrait être le premier jour de la Révolution russe. » Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune organisation politique, y compris le parti bolchevique, n'a appelé à la grève, aux manifestations, de peur de la répression. Et ce sont les femmes qui ont bravé non seulement la peur, mais aussi la résignation des organisations. Ces manifestations pacifiques marquent le début de la fin du règne du tsar Nicolas II, qui est empêtré dans les difficultés de la guerre, la Première Guerre mondiale, qu'il a contribué à provoquer 3 ans plus tôt. Voilà. Dans la capitale russe, les manifestations se succèdent et s'amplifient. En quelques jours, la grève de masse, 200 000 personnes dans les rues, se transforme en insurrection. Le 26 février, la grève se généralise et devient politique contre l'absolutisme. Les soldats refusent de tirer sur les ouvriers. La garnison passe à la révolution. Ça, c'est toujours un événement absolument déterminant. Quand vous avez les corps de répression qui passent du côté des manifestants, ça sent le roussi pour le régime. Le 27 février, le drapeau rouge flotte sur le Palais d'Hiver, lieu du pouvoir impérial. Le Palais d'Hiver, c'est l'actuel musée de l'Ermitage, pour ceux qui ont vu ça à la télévision ou qui sont même allés là-bas. Et c'est un lieu extrêmement symbolique. Bien sûr, le 2 mars, ce sera la chute de l'Empire et l'abdication du tsar et la fin de 3 siècles d'absolutisme. Un gouvernement provisoire est nommé par la Douma, donc cette assemblée dont je vous ai parlé, qui a été constituée en 1905. Cette première Douma est ce premier gouvernement provisoire est d'abord dirigé par le prince Lvov, qui est dirigeant du parti Kadek, qui est un parti bourgeois conservateur, et puis par Kerensky, qui est un socialiste révolutionnaire. Le Parti socialiste révolutionnaire, je vous l'ai mis dans le lexique, c'est avant tout le parti qui organise les paysans. Ces gouvernements provisoires se révéleront vite incapables de résoudre la crise et de répondre aux revendications populaires, à savoir 1. La fin de la guerre, 2. Le contrôle de l'économie, 3. Le partage des richesses, et 4. La prédominance des soviets, donc c'est-à-dire des assemblées de base, comme lieu constitutif du pouvoir. Lénine et 32 bolcheviks rentrent d'exil le 3 avril 1917 en wagon plombé. Et je vous ai retrouvé un petit extrait d'un tout petit livre, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant d'écrire ce livre sur 1917, il y a 2 ans, de Stefan Zweig, qui s'appelle « Le wagon plombé ». C'est un petit livre de 40 pages où il dit la chose suivante. Lénine négocie en Suisse d'avoir un wagon avec le droit d'exterritorialité, que l'on n'autorise aucun contrôle de passeport ou de personne, ni à l'entrée ni à la sortie. Ce jour-là, le 5 avril, les États-Unis d'Amérique déclarent la guerre à l'Allemagne, donc les autorités allemandes ont autre chose à faire. Elles donnent l'autorisation au train de partir. Le 6 avril, Lénine arrive en disant à ses compagnons d'exil, parce qu'il était parti depuis 12 ans lui, il a été exilé pendant 12 ans, cette affaire est réglée. Le 9 avril 1917, à 14h30, une petite troupe de personnes mal habillées, les bras chargés de valises, ils sont 32 au total, dont femmes et enfants. Parmi les hommes, on a conservé les noms de Lénine, Zinoviev et Radek. Et alors là, c'est la plume de Stefan Zweig qui est absolument extraordinaire. Écoutez bien. Des millions de projectiles destructeurs ont été tirés pendant la guerre mondiale. Les plus puissants, les plus violents, ceux qui avaient de loin la plus longue portée, parmi tous ceux que les ingénieurs n'ont jamais inventés.
mais aucun n'a tiré à plus longue distance. Aucun n'a joué un rôle aussi décisif dans toute l'histoire récente que ce train chargé des révolutionnaires les plus dangereux, les plus déterminés du siècle, qui quittent la frontière russe et foncent au-dessus de toute l'Allemagne pour atterrir à Saint-Pétersbourg et y faire éclater l'ordre du temps. Voilà. En 10 lignes, vous avez quelque chose d'absolument fantastique. Et sur place, les bolcheviks, même s'ils ont un programme révolutionnaire, ils sont toujours dans l'idée de on va faire une alliance avec la bourgeoisie pour permettre de conquérir davantage de droits, d'organiser une transition lente, etc. Et ils cheminent. Et la direction bolchevique qui est sur place est assurée essentiellement par Kamenev et un certain Joseph Staline. Les bolcheviks en place sont dans l'incapacité de comprendre la situation de dualité de pouvoir entre la Douma, donc compromis avec la bourgeoisie et la noblesse éclairée, même si le tsar n'est plus là, et les soviets. Kamenev et Staline dans la Pravda, donc le journal des bolcheviks, défendent une position pro-guerre et se montrent très conciliateurs avec le gouvernement provisoire. Lénine arrive, il découvre le numéro de la Pravda, il la déchire, il la jette par terre, il est furieux et il fait un célèbre discours qui s'appelle « Tout le pouvoir aux soviets », où il réclame des mesures extrêmement rapides, extrêmement radicales, et il est complètement minoritaire dans le parti. Il se fait siffler par le parti bolchevique. Le comité de Pétrograd se réunit. Il y a 13 voix contre lui et il y en a 2 pour, dont celle d'Alexandra Kollontai qu'on retrouvera plus tard, parce que ça a été la première femme ministre d'un gouvernement à l'échelle, à la période contemporaine. Et Lénine explique que jusqu'à présent, la bourgeoisie a pris le pouvoir parce que le prolétariat n'était pas assez conscient et organisé. Le pouvoir doit maintenant en revenir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie, parce qu'ils représentent la majorité de la population laborieuse et parce qu'ils sont organisés en organes indépendants, les soviets. Voilà. Donc, tollé général, il est mis en minorité, c'est extrêmement difficile. Pour lui, néanmoins, il fait tout un travail au sein du parti bolchevique, il fait le tour de tous les comités, de toutes les usines, etc., pour essayer de convaincre. Trotsky, qui lui aussi avait été exilé depuis de nombreuses années, revient. Trotsky n'est pas bolchevique à l'époque, hein. Il est membre du parti menchevique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la social-démocratie s'est coupée en deux en 1912, avec le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, je crois que c'est dans le lexique, le POSDR, avec 2 tendances, les bolcheviks majoritaires, parce que bolchevique ça vient de bolchevinstvo en russe qui veut dire majoritaire, et menshvinstvo qui veut dire minoritaire. Et à cette période-là, Trotsky fait partie d'un groupe intermédiaire, les mencheviks internationalistes, et il a un petit groupe qui s'appelle le groupe Interrayon. Mais il se trouve que comme c'est l'un des principaux théoriciens de la révolution permanente, sur cette idée que c'est le processus dont je vous ai parlé, qui doit être conduit par la classe ouvrière à partir de ses organes indépendants, parce qu'y compris, lui, il a une autre caractéristique, un autre avantage sur Lénine, sur la compréhension du mouvement de masse, c'est que, rappelez-vous, il a été président du Soviet de Saint-Pétersbourg 10 ans avant, enfin 12 ans avant, oui. 1905, oui, 12 ans avant, et il a une compréhension de ce que représentent les phénomènes d'auto-organisation. Donc Trotsky rejoint le parti bolchevique. Et pendant ce temps, le gouvernement provisoire dirigé par Kerensky, avec le soutien des mencheviks et une partie des socialistes révolutionnaires, subit les pressions pour continuer la guerre. Les Alliés lui demandent même à la Russie, à Kerensky, d'organiser de nouveau une offensive contre les Allemands en Galicie, pas en Galice, hein, en Galicie, c'est-à-dire cette province qui est à l'ouest de l'Ukraine et au sud de la Pologne. Il leur donne une offensive donc, qui ne fera qu'exacerber les tensions dans l'armée, qui a déjà connu plus de 7 millions de morts. Les désertions se multiplient, 900 000 soldats avaient déjà déserté en janvier, maintenant ce sont 2 millions de soldats qui rentreront en Russie entre juin et octobre 1917. De retour chez eux, ces déserteurs renforceront les bolcheviks, car pour le coup, eux,
sont très attachés au mot d'ordre de Lénine, tout le pouvoir aux soviets, paix immédiate, terre aux paysans. Ça, c'est les thèses d'Avril, et les usines aux ouvriers, et qui rencontrent maintenant une très très forte adhésion. Le parti bolchevique, sous l'impulsion de son principal organisateur qui s'appelle Sverdlov, écoutez bien, passe de 24 000 membres à 240 000 membres en juillet. C'est-à-dire que l'accélération de l'histoire, l'accélération de la polarisation autour de la guerre, le retour des déserteurs est un phénomène de catalysation et de cristallisation et d'adhésion autour des mots d'ordre des bolcheviks. 24 000, 240 000, ça nous fait rêver, hein ? Bon, voilà. Néanmoins, l'impatience révolutionnaire est à son comble. Excusez-moi. Ça va, vous suivez ? Bon, très bien. Les dirigeants modérés, socialistes révolutionnaires et mencheviks organisent une manifestation le 18 juin pour soutenir le premier congrès pan-russe des soviets. Alors, qu'est-ce que c'est que le premier congrès pan-russe des soviets ? Comme son nom l'indique, c'est un congrès. Il est pan-russe parce qu'il y a toutes les nationalités de la Russie, et soviet parce qu'il y a les différents soviets des différents endroits qui sont représentés. Les socialistes révolutionnaires et les mencheviks sont majoritaires car les élections ont eu lieu bien auparavant que les événements qui se sont accélérés ces derniers mois. Vous imaginez, pour organiser des élections, pour faire circuler l'information dans un pays qui fait 22 millions de kilomètres carrés et 10 000 kilomètres de transversales, ça prend du temps. Imaginez à l'époque actuelle avec les télécommunications, regardez comment les élections sont organisées en Inde. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 3-4 mois, elles se sont organisées sur 1 mois, les élections législatives. Ça a duré 1 mois. Donc imaginez dans les conditions de la Russie de l'époque. Donc voilà, la manifestation rassemble plusieurs centaines de milliers d'ouvriers à Pétrograd et les socialistes révolutionnaires et les mencheviks sont dépassés parce que le mot d'ordre, c'est tout le pouvoir aux soviets. Donc Lénine, qui arrive le 9 avril, se fait conspuer au sein du parti bolchevique parce qu'on lui dit « mais non, c'est pas la tradition, tu vas trop vite, tout le pouvoir aux soviets, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Et puis 3 mois après, il y a des centaines de milliers de gens dans la rue qui disent, qui reprennent le mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets, donc qui accréditent la formule de Lénine comme quoi la révolution doit être conduite par les organes de base. Voilà. Le peuple veut en finir non seulement avec la guerre, mais il veut en finir avec cet atermoiement, cet imbroglio institutionnel qui est incapable de prendre les bonnes décisions. Il y a une insurrection, les bolcheviks pensent que ce n'est pas le moment, mais accompagnent les masses dans la rue, et là il y a une répression extrêmement féroce. Hein. Le gouvernement provisoire procède à une fuite en avant militaire. Il engage le bataillon non seulement encore davantage sur le front, mais le gouvernement provisoire fait tirer et engage une campagne de calomnie et de faux documents pour accréditer l'opinion que Lénine et les bolcheviks sont des agents allemands qui ont manipulé la population russe. Les Cosaques sont appelés à disperser les régiments révolutionnaires et à réprimer les ouvriers. Le gouvernement couvre toutes les violences contre les bolcheviks et des commencements de pogroms se font au cri de juifs et bolcheviks à la Neva. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de dirigeants juifs au sein du parti bolchevique et que l'antisémitisme est un ressort extrêmement puissant dans la Russie de l'époque et même encore après. L'insurrection durera jusqu'au 20 juillet, noyé dans le sang, le journal La Pravda est saccagé, les dirigeants bolcheviks sont arrêtés, Lénine est contraint une fois de plus à l'exil, il se cachera en Finlande, obligé de se raser et déguisé en cheminot finlandais pour traverser la frontière. Il y écrira un ouvrage très important que je vous incite à lire, qui s'appelle « L'État et la Révolution », où il développe une conception presque libertaire s'inspirant de la Commune de Paris. Pendant ce temps, Trotsky et de nombreux bolcheviks sont de nouveau emprisonnés. La droite russe, appuyée par Kerensky, reprend la main. Et comme elle reprend la main, qu'il y a un rapport de force politique, mais aussi entre les classes sociales,
il y a la tentation de faire un putsch de la part de certains secteurs de l'armée pour définitivement renverser ce gouvernement provisoire qui a quand même des attaches pré-révolutionnaires et une base sociale qui demande à changer les choses. Le danger monte, l'échec des manifestations de juillet a renforcé la droite, les partisans de la démocratie dite révolutionnaire et les mencheviks sentent leur impopularité grandissante. Kerensky rêve d'être le Bonaparte de la nation. Le parti cadet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la bourgeoisie libérale ne lui fait plus confiance et mise sur les vieux généraux de l'Ancien Régime pour un pouvoir fort dans les mains de l'état-major. Mi-août, lors d'une conférence convoquée à Moscou, Kerensky nomme le très réactionnaire général Kornilov commandant en chef des armées russes. Voilà, parallèlement à ça, les armées allemandes avancent. Le 21 août, elles prennent Riga, la capitale de la Lettonie actuelle, donc dans les pays baltes, à quelques encablures de Saint-Pétersbourg, un port important de la flotte qui est pro-bolchevique. Le 26 et le 27 août, Kornilov fait marcher la division sauvage des cavaliers du Caucase et des Cosaques. Les conciliateurs socialistes révolutionnaires et mencheviks comprennent alors que Kornilov et ses hordes sont synonymes de terreur contre toutes les masses laborieuses et contre la démocratie. Les bolcheviks qui avaient été interdits quelques semaines plus tôt sont appelés à la rescousse comme étant les meilleurs défenseurs du processus révolutionnaire, donc les choses se retournent. Quelques heures plus tard, Kerensky démet Kornilov de son commandement suprême, il n'y a plus de gouvernement, les ministres libéraux démissionnent pour ne pas avoir à soutenir Kornilov ni à le combattre. Voilà. Les bolcheviks organisent des meetings au sein des troupes où les Cosaques sont tétanisés, ils retournent une partie des troupes, le général putschiste Krimov se fait sauter la cervelle, Kornilov est arrêté, protégé par l'état-major dans le sud de la Russie, on le retrouvera quelques mois plus tard, œuvrant contre la guerre civile. Élément clé de la situation, septembre-octobre, comment et quand prendre le pouvoir? Là, les choses se concentrent. Comme je vous le disais, on est vraiment dans un processus de révolution permanente maintenant où le peuple a posé la question politique. Maintenant, il faut y aller. Et il y en a qui hésitent et il y en a qui n'hésitent pas. Donc, ils se tournent vers ceux qui n'hésitent pas. Ça, voilà, c'est quelque chose qui nous interpelle aussi. La force va à la force et la confiance va à ceux en qui on peut faire confiance et à ceux qui n'hésitent pas. Donc après sa volte-face devant le putsch, Kerensky s'est discrédité vis-à-vis de l'ensemble des forces politiques. Les bolcheviks sont renforcés, crédibilisés pour avoir été appelés à la rescousse. Voilà. Lénine, depuis son exil, lance un appel qui est très largement diffusé par le parti bolchevique pour que les soviets prennent enfin le pouvoir. Lénine propose un gouvernement socialiste modéré sans la bourgeoisie et responsable devant les soviets, devant le congrès des soviets. Mais les SR, donc les socialistes révolutionnaires, et les mencheviks refusent de gouverner sans la bourgeoisie et donc contre la bourgeoisie. Voilà. Le 20 septembre, les bolcheviks finissent par sortir par pertes et fracas du pré-parlement après une lecture tonitruante d'une déclaration programme de Trotsky qui allait annoncer la suite. Expropriation sans indemnité de la propriété foncière, contrôle ouvrier de la production, annulation des traités secrets, cessation de la répression contre la classe ouvrière, abolition de la peine de mort aux armées, nomination des autorités locales par élection, armement de la classe ouvrière, formation des gardes rouges, dissolution du Conseil d'État et de la Douma d'Empire, abolition des privilèges, égalité des citoyens, journée de 8 heures, assurance sociale, etc. Donc les soviets sont vraiment des organes de vitalité. Les bolcheviks prennent des forces donc après la répression de juillet-août et suscitent de plus en plus l'adhésion à la fois sur le front auprès des soldats, dans les grandes villes et fait nouveau de plus en plus dans les petites villes et les petits villages. Parce qu'ils étaient très très forts dans la classe ouvrière qui était numériquement importante dans certaines villes comme Petrograd dont je vous ai parlé, mais sur l'ensemble de la Russie... Sur l'ensemble de la population, les ouvriers ne représentent que 20% de la population. Le reste, c'est 70% de paysans. Donc le fait nouveau, c'est que les bolcheviks arrivent à mordre et à gagner de l'adhésion dans ces secteurs de la population. En septembre, l'ensemble des élections locales de
toutes confondues, Douma municipale, comités locaux, soviets, syndicats, donnent une influence grandissante aux bolcheviks. Majoritaires à Moscou depuis septembre, les bolcheviks gagnent les élections municipales à Petrograd, passant de 75 000 voix à 198 000 voix. Ils obtiennent 350 élus sur 20. Tous les autres partis s'effondrent, à l'exception du parti cadet de la bourgeoisie, donc qui va rentrer en polarité politique avec les bolcheviks. Pendant ce temps, le pauvre Kerensky forme un nouveau gouvernement provisoire avec les cadets. C'est un gouvernement pro-guerre et oligarchique, puisque deux capitalistes de premier plan y font leur entrée. Tetratriakov, qui est président de la bourse de Moscou, et Terechenko, qui est un important capitaliste de l'industrie sucrière. Voilà, je vous donne quelques éléments comme ça. Au même moment, la direction du soviet de Petrograd change de majorité avec 13 bolcheviks, 6 socialistes révolutionnaires et 3 mencheviks. Trotsky est de nouveau élu président du soviet de Petrograd, comme il l'a été en 1905. Donc une certaine continuité historique. La rue ne parle que de paix et de pain, mais Kerensky ne peut lui donner ni l'un ni l'autre. La question d'un pouvoir énergique et déterminé se pose pour résoudre la crise. Donc après l'écrasement des journées de juillet, le putsch avorté de Kornilov et les multiples tentations pacifiques, la prise du pouvoir est maintenant posée aux bolcheviks par la voie insurrectionnelle. Lénine pousse à ce que cela se fasse depuis plusieurs semaines, mais il sous-estime le poids et l'auto-organisation dans les soviets, car il préconise une prise du pouvoir par le parti, s'appuyant principalement sur les comités d'usine. Voilà. Le peuple s'est très très fortement éduqué, cultivé, conscientisé pendant ces dernières semaines. Il a un appétit d'instruction insatiable, les débats politiques sont partout, à tous les coins de rue, l'économie politique, l'histoire deviennent des questions concrètes et appellent des publications en nombre et des soifs de lecture. On s'implique dans les discussions à tous les coins de rue, sur tous les lieux de socialisation, en famille, sur les lieux de travail, dans les luttes, dans les activités culturelles. Les employés de maison, les serveurs de restaurants, les cochers, toutes sortes de professions subordonnées aux couches moyennes, à la bourgeoisie, à la noblesse, s'émancipent, se regroupent, se syndiquent et basculent le plus souvent du côté des bolcheviks. Pourtant, l'insurrection divise les bolcheviks sur la manière de faire, c'est-à-dire quand et comment. De la même manière qu'ils avaient été divisés par le mot d'ordre de Lénine, tout le pouvoir aux soviets en avril, ils sont actuellement divisés sur la question du rythme. Le 10 central, lors d'une réunion du comité central secrète, Lénine emporte la majorité, mais Zinoviev et Kamenev, qui sont des dirigeants historiques du parti, sont contre l'insurrection et mènent y compris un débat contradictoire public dans la Pravda, disant qu'ils sont contre la position du parti. Alors ça, c'est pour les gens qui disent que les bolcheviks sont des totalitaires, qu'il n'y a jamais eu de démocratie dans le parti bolchevique, etc. Moi, je connais peu de partis dans l'histoire où vous avez des dirigeants minoritaires qui ont les mêmes temps de parole dans les réunions, la même place dans les colonnes, etc. et la même possibilité de diffuser publiquement leur position. Et ça sera même le cas pendant la guerre civile, dans le débat, est-ce qu'il faut signer la paix de Brest-Litovsk ou pas? Ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Ça permettait à la population de se saisir de ce débat et d'avoir un débat contradictoire dans la société. Donc, l'idée de prendre le pouvoir est votée, le cap est fixé, mais tout n'est pas réglé. En effet, quand se fait l'insurrection et dans quelles conditions? Lénine est pour une insurrection immédiate, car il pense que les conciliateurs, donc les socialistes révolutionnaires et les mencheviks, essayent de gagner du temps en reculant le congrès des soviets, parce qu'il y a le deuxième congrès pan-russe des soviets, qui s'était réuni en juin, qui va se réunir de nouveau en octobre. Ils essayent de reculer au motif qu'il doit y avoir une assemblée constituante en novembre et que c'est compliqué de faire les deux à un mois d'intervalle. Lénine pense que la marée est montante, mais qu'elle peut redescendre. Le peuple est bien sûr organisé dans les soviets, attend que les bolcheviks prennent leurs responsabilités. Mais si les bolcheviks ne sont pas à la hauteur et ne saisissent pas la situation tout de suite, les soviets pourraient se retourner vis-à-vis de leur inconséquence et leur renvoyer la même image
de celle de l'hésitation qu'ils avaient eue pour le gouvernement provisoire. Trotsky propose d'être prêt pour le 2e congrès pan-russe des soviets prévu le 20 octobre et de se donner la garantie pour qu'il se tienne. Sa fonction de président et son influence au soviet de Pétrograd sera déterminante en ce sens. En réalité, la discussion tactique entre Lénine et Trotsky sur les modalités est une discussion de fond sur la conception de la prise du pouvoir par le parti ou par le mouvement organique des masses. Au-delà de la question militaire et technique, c'est donc la question de la légitimité de la prise du pouvoir qui est posée. Qui prend le pouvoir? Le parti bolchevique ou les soviets? Donc, l'insurrection qui aura lieu le 23 octobre dans le calendrier grégorien et le 7 novembre dans notre calendrier à nous. Un journaliste révolutionnaire américain que vous connaissez peut-être qui s'appelle John Reed, qui avait déjà couvert la révolution mexicaine, qui est membre d'un groupe révolutionnaire qui s'appelle l'IWW, l'International Workers of the World, vient pour couvrir la révolution. Il y a d'ailleurs un très très bon film qui a été fait par Warren Beatty avec Diane Keaton il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Reds, les Rouges, et qui couvre la période des années 10 et des années 20, et notamment la deuxième partie du film sur la révolution russe. Et je vous incite à regarder ce film qui est d'un certain romantisme révolutionnaire, y compris il y a Jack Nicholson qui joue le rôle d'un poète un peu décadent dont je ne me souviens plus le nom à l'intérieur du film. Et c'est assez intéressant d'avoir aussi ce vecteur pour comprendre les événements. John Reed a écrit un livre extrêmement célèbre qui s'appelle « Les 10 jours qui ébranlèrent le monde », « 10 Days That Shook the World ». Et d'ailleurs, John Reed est enterré sur la place Rouge. Donc il était considéré comme héros de la Révolution. La menace de l'avancée des armées allemandes doublée de l'incapacité des ouvriers russes profite à l'augmentation des bolcheviks pour avancer davantage vers l'insurrection et pour libérer la Russie de la guerre. Le Soviet décide de former un comité militaire révolutionnaire, ça sera extrêmement important, sous l'impulsion de Trotsky, qui va assurer la liaison avec la flotte, les garnisons en Finlande et dans la Baltique. La coordination se fait avec le front dans l'objectif de contrôler toutes les fonctions à mesure à prendre pour la défense de la Révolution. Voilà. Donc le nouveau pouvoir arrive, prise du Palais d'Hiver et 2e congrès pan-russe des soviets. Alors il y a un autre révolutionnaire qui a fait un très très beau récit, je vous invite à lire ça, c'est Victor Serge. Il dit le 25 octobre, le comité militaire révolutionnaire prend des précautions contre le désordre aux alentours du Palais d'Hiver, soldats et marins sont disciplinés. Malgré la confusion ambiante, la vérification des mandats des députés au 2e congrès des soviets s'avère difficile. Elle révèle que 390 députés sur 650 sont pro-bolcheviques sur l'ensemble du pays. Je répète, 390 députés sur 650 sont pro-bolcheviques, c'est-à-dire la majorité absolue. 555 se prononcent pour la prise du pouvoir, 86 pour la démocratie simplement. Voilà. Le 2e congrès pan-russe des soviets se réunit dans la salle des fêtes de l'Institut Smolny, une salle blanche à colonnes, à lustres, foule plébéienne où les misérables capotes d'uniforme sont nombreuses, s'y écrasent, fumant du gros tabac, etc., etc. Donc tout un billet d'ambiance. Et puis c'est Kamenev qui préside le congrès. Alors Kamenev, rappelez-vous, c'est un vieux dirigeant bolchevique et qui est contre l'insurrection, et c'est quand même lui qui préside le congrès pan-russe des soviets. Donc vous voyez quand même le degré de démocratie en période de guerre, en période de tension, ils arrivent à faire abstraction de tout ça, et y compris à laisser la confiance à quelqu'un qui est quelqu'un d'une très grande probité, même s'il n'est pas forcément sur les positions du parti. Voilà, parce que le parti est majoritaire, donc le parti pourrait très bien décider que ce n'est pas une expression minoritaire qui va diriger le Congrès. Voilà. À la tribune, Martov et Léon Davidovitch, Léon Davidovitch c'est Trotsky, par moments côte à côte, entourés d'une foule enfiévrée, s'affrontent devant une salle houleuse, nuageuse et hyper tendue. Martov exige le compromis, arrêtez les fusions de sang, le canon gronde au Palais d'Hiver. Et Trotsky dit complot, non, insurrection, oui. Voilà.
De quoi avez-vous peur? Vive le son du canon, répète Trotsky. Il vote. Pendant ce temps-là, le comité militaire révolutionnaire a pris le pouvoir et les socialistes révolutionnaires de gauche rejoignent les bolcheviks, sont scindés en deux. Les socialistes révolutionnaires et les mencheviks quittent le Congrès au son de trahison, et Trotsky leur dit la célèbre phrase « Vous finirez dans les poubelles de l'histoire ». Bon, sympathique. Voilà. Le deuxième congrès des soviets rentrera en séance à 9h du soir sous la présidence de l'infatigable Kamenev. Voilà. Ensuite, le congrès des soviets propose à tous les peuples et à tous les gouvernements, très important, écoutez ça, une paix immédiate sans annexion et sans contribution. Le nouveau gouvernement de la Russie se déclare disposé à examiner toute autre proposition. Il abolit les engagements secrets contractés par l'ancien régime. Le texte est voté à l'unanimité. Il s'ensuit ensuite le vote du décret sur la terre avec l'abolition sans indemnité de la propriété foncière, les grands domaines de la couronne, ceux de l'église, des couvents, qui sont mis à la disposition des comités paysans. La petite propriété est respectée. Le décret est annexé d'instructions qui fait entrer dans le nouveau droit soviétique 142 cahiers de revendications des paysans publiés par le Parti socialiste révolutionnaire. Lénine pense que le décret sur les terres assure que le régime lui rallie les paysans, etc., etc. Après le vote de ces mesures capitales, la liste des membres des conseils des commissaires du peuple est soumise au Congrès. Les bolcheviks sont réunis. Lénine avait proposé à Trotsky d'être le président du Congrès. Alors ça, c'est absolument fabuleux. Et Trotsky dit non, moi je ne peux pas être le président parce que je suis juif et je ne veux pas qu'on déclare une campagne antisémite contre nous à cause de moi. Donc il refuse la présidence. Et c'est Lénine, du coup, qui prend la présidence. Lénine et Trotsky étaient comme ça. Hein. Pour les paysans, Lénine, Trotsky, c'était une seule personne. Il y en a qui pensaient même que c'était le prénom du nom de l'autre. C'est-à-dire que quand des paysans vont dans des meetings ou dans des rencontres, etc., ils se rendent compte que ce sont deux personnages différents, ils sont ébahis, parce qu'il y en a beaucoup, par arriération ou par colportage de l'information, ne savaient pas que c'était deux personnes différentes. Donc c'est la raison pour laquelle ils étaient assez interposables à cette période-là. La liste des commissaires du peuple est approuvée par acclamation. Le Sovnarkom, donc le Conseil des commissaires du peuple, donc ce premier gouvernement populaire de l'histoire de l'humanité est mis en place. Il est présidé par Vladimir Ilitch Ulyanov Lénine, qui était son surnom quand il était déporté sous le tsar, qui veut dire l'homme de l'ALENA. Rykov est au ministère de l'Intérieur, etc., etc. Et ce qui est à noter, c'est qu'un certain Joseph Staline est aux nationalités, que Lunarcharsky est à l'instruction publique, et que cette chère Alexandra Kollontai est ministre de la famille, et qu'elle sera une femme extrêmement importante, d'abord du point de vue symbolique, parce que c'est première femme membre d'un gouvernement de l'époque moderne. Et ça m'amène à vous parler des premiers acquis d'octobre. J'en suis où, là? J'ai jusqu'à quelle heure? 45. Oh, c'est chaud. Bon, ouais. Excusez-moi, mais c'est un côté un peu lyrique, hein, donc je dois vous raconter une histoire aussi, quoi. Donc, voilà. Donc, sur les premiers acquis d'octobre. Alors, il est de bon ton de critiquer le bolchevisme, ses méthodes ou de condamner tel ou tel acte, parfois à juste titre. Mais il y a deux points absolument objectifs où il paraît, à mon avis, impossible de critiquer la politique des bolcheviks. C'est sur les droits des femmes et sur l'instruction publique. Sur les droits des femmes, c'est absolument fondamental. On ne peut pas imaginer le degré d'oppression et d'exploitation de la femme russe, quels que soient ses milieux, avant la prise du pouvoir par les bolcheviks. J'ai lu le bouquin de Jean-Jacques Marie là, sur les femmes dans la Révolution. Il y a les 70 premières pages sont glaçantes. Les femmes sont frappées à coups de manches de bois, à coups de briques, etc., y compris dans la bourgeoisie, sont reléguées comme étant des animaux, etc. Et ce qui va se passer là avec les droits
et y compris des éléments d'égalité réelle qui sont mis en place par les bolcheviks et par Kollontai, sont véritablement des avancées, y compris aujourd'hui. Je veux dire, il y a une égalité salariale totale en Russie, actuellement, qu'il n'y a pas en France. Alors on peut critiquer plein de choses dans le régime russe, hein. On peut critiquer la politique de Poutine, etc. Mais cette chose-là a perduré. Hein. La question de l'avortement, la question de la contraception, etc. La question de l'accouchement sans douleur, ça vient de la Russie soviétique. Enfin bon, il faut penser qu'il y a aussi des acquis et que les choses sont parfois plus complexes que ce qu'on aimerait bien les présenter. Donc les femmes russes sont passées brusquement de l'esclavage à l'égalité absolue en matière d'égalité sociale, légale, civique et traitement, indique Bertie Albrecht, célèbre féministe franco-britannique. Bon, alors bien sûr, il faut certainement relativiser la notion d'égalité absolue dans la réalité, du fait même de la persistance culturelle du patriarcat et des rapports de production anciens. Il est clair que les femmes obtiennent immédiatement le droit de vote, immédiatement le droit à l'instruction. Je voudrais faire une parenthèse, 87% des femmes sont analphabètes en 1917. Vous allez voir le deuxième point suivant sur la question de l'instruction. L'égalité salariale à travail égal, le droit à l'avortement en 1920, que Staline fera supprimer en 1936. Le mariage civil est reconnu, le divorce est facilité, une allocation maternité est mise en place, avec un congé de 8 semaines avant et après l'accouchement. J'ai bien dit un congé de 8 semaines avant et après l'accouchement. Ça fait rêver, y compris ici. Voilà. Les femmes ont le droit d'allaiter pendant 2 heures dans les usines. Bon. La différence entre enfants légitimes ou non est supprimée en 1921, etc. Bon. Deuxième acquis de la Révolution, le développement de l'instruction, de la culture et des sciences. La Révolution russe, qui ressemble par tant de côtés à notre Révolution française, a repris la célèbre maxime de Danton, « Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple ». En effet, entre 1918 et 1920, soit en 3 ans, la Révolution d'octobre a doublé le nombre d'écoles primaires par rapport au nombre d'écoles existantes après 30 ans de tsarisme. Ça a été doublé en 3 ans après 30 ans de tsarisme. Voici les chiffres. 38 387 écoles pour parvenir à 79 115 dans cette période, entre 1918 et 1920, dans des conditions de guerre civile. 1918-1920. Ce développement phénoménal dans l'enseignement primaire a été accompli en parallèle dans le secondaire, en combinant les enseignements généraux et polytechniques, mais aussi dans le supérieur. En 1916, le budget de l'instruction publique se montait à 195 millions de roubles. Il se rapportait à 940 millions à partir de la révolution de février 1917, et les bolcheviks le mèneront à près de 3 milliards de roubles en 1918. Je répète, 195 millions en 1916, 940 millions en avril 17 et 3 milliards de roubles en 1918. Et 10 milliards en 1919, dans des conditions de guerre civile. À cela, il faut inclure une gigantesque entreprise de liquidation de l'ignorance, avec des centres de liquidation de l'ignorance pour les 8 ans à 50 ans, de tous les milieux sociaux. Voilà. Possibilité pour les nationalités non russes d'avoir leur propre alphabet, leur propre manuel et leur propre formation, de façon à ce que toutes les nationalités de la Russie soient mises sur un pied d'égalité, à la fois avec des manuels scolaires, avec des écoles normales d'instituteurs concernés en langue kirghize, en langue ouzbek, en langue etc., etc. Au chantier de l'instruction s'ajoute le développement de la promotion des arts et des sciences énormément. Les syndicats organisent ce qu'ils appellent le Proletkult, qui permet à des centaines de milliers d'ouvriers, d'employés, de techniciens de s'adonner au théâtre, au chant choral, à la musique d'orchestre, aux arts plastiques, à la littérature, aux conférences philosophiques, et d'organiser sur leur lieu de travail la répartition entre le travail et la culture. Les musées ont été considérablement développés. Les arts connaîtront un art sans précédent. La jeune Russie soviétique sera un phare de la nouvelle avant-garde avec Chagall, Kandinsky, Malevitch, Rozanova, Tatlin, Udlasova avec les arts plastiques, Vertov et Eisenstein pour le cinéma. Rossavlets et Térémine a été inventeur du premier instrument électronique de l'histoire de la musique, Akhmatova, Mayakovsky pour la poésie. Les sciences se développent considérablement. L'ouverture scientifique et intellectuelle se traduit aussi
pour l'intérêt de nouvelles approches comme la psychanalyse, vigoureusement défendue par Trotsky, écoutez bien l'anecdote, qui voit un élargissement du champ de réflexion et de la compréhension, alors que Lénine était révulsé par les approches freudiennes sur la sexualité. Moi, je trouve cette anecdote croustillante, personnellement, mais... Continuons. Donc, le Conseil des commissaires du peuple va affronter de nouveaux périls, et là, je ne vais pas vous parler de toute la partie sur la guerre civile. Vous trouverez un prolongement utile dans mon livre sur la Révolution d'octobre. Donc il y aura 3 ans de guerre civile qui sera organisée par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, qui vont organiser, y compris tout un système de sabotage s'appuyant sur les anciens généraux blancs, etc. L'armée rouge va être créée par Trotsky dès 1918. Et très rapidement va organiser 5 millions de soldats et viendra à bout en 1921 de cette contre-révolution. Je voudrais insister car le temps presse, sur une partie importante. Je ne vais pas vous parler non plus de la révolution allemande qui sera concomitante. Je peux vous parler quand même de la Troisième Internationale qui sera proclamée en mai 1919. Pourquoi une Troisième Internationale? Parce que les dirigeants révolutionnaires bolcheviques et d'autres avaient jugé que la Deuxième Internationale avait failli en soutenant l'Union sacrée et les crédits de guerre et la guerre impérialiste, et qu'il fallait une nouvelle internationale, non seulement qui vienne appuyer la révolution bolchevique, mais qui fasse en sorte que l'ensemble des partis communistes et des partis révolutionnaires dans le monde puissent se coordonner pour lutter contre le capitalisme à l'échelle internationale. Voilà, donc je passe là-dessus. Voilà. Je passe aussi sur quelque chose que vous pourrez retrouver dans le livre et qui n'avait pas été réédité depuis Maspero dans les années 70. C'est le point de vue critique de Rosa Luxembourg sur les premières années, les 2 premières années la première année de la Révolution russe. Donc des éléments critiques sur les libertés démocratiques, sur les libertés formelles. Et je voudrais quand même aborder ce point-là, parce que quand on parle de révolution russe, pour ce qui nous intéresse nous, on nous renvoie que le communisme égale le stalinisme. Donc il y a quand même des choses à voir, et à voir ce que je vais vous proposer, moi, c'est de voir que le stalinisme n'est absolument pas le prolongement du bolchevisme, mais est un changement de régime, de la même manière que Thermidor et le bonapartisme n'ont pas été une continuation de la Révolution, mais une rupture. Dès lors que Saint-Just et Robespierre ont été arrêtés le 9 Thermidor, le 10 Thermidor, la Révolution française s'est arrêtée. On est rentré dans autre chose. D'accord ? Donc je vais vous proposer quelque chose qui n'est absolument pas une approche subjective ou psychologisante de la situation, mais de voir comment tout cela a basculé. Alors il y a plusieurs éléments. La guerre civile a imposé un régime d'exception. Pendant ce régime d'exception, il y a eu un régime de terreur où on a supprimé un certain nombre de libertés démocratiques pour la bourgeoisie et pour les ennemis de la Révolution, ce qui en soi n'est pas choquant. Ce qui peut poser problème, c'est quand l'ensemble des libertés démocratiques sont annihilées, et y compris dans le parti, que le droit de tendance et le droit de fraction, notamment, n'ait plus lieu d'être, et qu'il n'y ait plus d'oxygène et plus de liberté démocratique, et qu'on passe d'une situation de fait à une situation de droit. Et c'est ça qui a certainement fait en sorte de cristalliser d'autres éléments qui se sont déroulés après. Alors, je reviens, j'accélère un peu, excusez-moi, pour permettre de... Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est donc on se retrouve à la fin de la guerre civile avec un pays, comme je vous l'ai dit, qui pendant 18 ans a fait la guerre. Donc c'est un pays épuisé. Toute la population est épuisée. Les cadres de la Révolution, beaucoup sont morts pendant la guerre civile, sont morts sur le front,
y compris dans ceux qui avaient fait la révolution. Hein, on parle souvent de la mutinerie de Kronstadt, hein, pour ceux qui ont les débats avec les libertaires, avec les anarchistes. Ouais, Kronstadt, machin, bon, voilà, vous connaissez. Comme si on était responsable de Kronstadt. Enfin, bon, les marins de Kronstadt ont été les premiers marins de la flotte, hein, qui ont tiré sur le palais d'hiver avec le croiseur Aurore, etc. Et ce n'est pas forcément les mêmes qu'on retrouve 3 ans ou 4 ans après, pour des raisons de génération, parce qu'il y en a qui sont morts, parce que les choses ont bougé, etc. Et donc à la fin de la guerre, tout le monde est épuisé en Russie. Donc ceux qui sont responsables de l'armée, encore vivants, ceux qui sont responsables du parti, se retrouvent dans leur localité à être ceux à la fois qui savent et puis qui ont le pouvoir. Donc il y a un phénomène de concentration sur eux, voire de confiscation du pouvoir, mais il y a un autre élément qui est encore plus important, c'est que la révolution ne s'est pas étendue. Il y a eu la révolution en Allemagne en novembre 1918, ça s'est terminé par l'assassinat de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht et des Spartakistes dans le sang par les sociodémocrates. Ne jamais oublier, quand vous avez des membres de la social-démocratie en face de vous, que le péché originel, ce n'est pas le tournant de la rigueur en 1984, mais c'est l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Liebknecht en janvier 1919. C'est un peu rude ce que je dis, mais ça fait du bien pour les débats. Et donc, il y a eu des expériences. Il y a eu les conseils ouvriers en Hongrie, il y a eu dans la moitié de l'Allemagne, y compris en Bavière, etc., une auto-organisation révolutionnaire, etc. Mais le pronostic que la révolution allait se faire, non seulement elle s'est faite dans ce qu'on appelle le maillon faible, la Russie, même si c'est un grand pays, c'est pas le pays où il y a le prolétariat le plus organisé. Donc les bolcheviks, par système, souhaitaient que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, la France, etc., qui prennent leur lait. Que nenni. Il y a eu non seulement un épuisement, il y a eu un reflux, donc il y a eu un phénomène de ras-le-bol, d'épuisement, etc. Et il y a eu un phénomène, si vous voulez, de fait de conservatisme. C'est-à-dire que les gens n'avaient plus envie de bouger. Donc comme il y a une bureaucratie qui s'est constituée de fait par rapport à la situation que je vous ai peinte précédemment, on est dans la situation où on a une couche politique qui dirige le parti. Hein. Staline a été nommé secrétaire général en 1922. Pensait que c'était un poste qui n'était pas du tout important, et il s'est avéré que comme le parti se confondait avec l'État et qu'au sein du parti il n'y avait plus de démocratie, c'était le secrétaire général du parti qui concentrait tout le pouvoir, celui de nommer tous les responsables de l'État, mais aussi tous les responsables politiques dans toutes les localités, donc des gens à sa botte, en capacité de distribuer les prébendes, d'organiser une machine bureaucratique, au sens d'une couche parasitaire qui n'a pas les mêmes intérêts que les intérêts du reste de la population. Donc on se retrouve dans une situation où le Parti d'Octobre et le Comintern sont en train d'être de fait remis en cause dans leurs fonctions, leur esprit et leur programme. Les dirigeants qui sont auréolés par la victoire d'Octobre sont submergés par une couche naissante, déterminée, brutale et numériquement beaucoup plus importante que les anciens dirigeants d'Octobre, c'est la bureaucratie. La mutation sociale et politique vers le bonapartisme, c'est-à-dire cette forme de gouvernance concentrée et autoritaire, se met en place. La question de la bureaucratie est souvent, malheureusement, et assez systématiquement abordée sous l'angle d'une cause qui serait liée à une idéologie ou au trait de caractère des protagonistes. Bon alors, c'est vrai qu'on peut penser que le fait que Staline et ses proches aient en commun d'être secrets, fourbes, manœuvriers, brutaux, sans scrupules, souvent antisémites, cela dispose... Non mais je ne caricature pas, je veux dire c'est la réalité. Ça dispose certainement à la bureaucratisation. Toutefois, il est nécessaire donc d'avoir une analyse matérialiste qui s'impose pour étudier les causes profondes des facteurs historiques en place, économiques, sociaux et géopolitiques dont je viens de vous parler. Alors, la bureaucratisation, la bureaucratie, elle puise ses traditions et ses méthodes dans les profondeurs de l'histoire grand russe, c'est-à-dire de l'histoire centrale grand russe
celle en gros du Grand-Duché de Moscou, issue du tsarisme avec des vieilles habitudes que Octobre a essayé de remettre en cause, mais qui n'a pas eu le temps, la révolution d'Octobre n'a pas eu le temps ni les moyens d'éradiquer. Lénine en avait parfaitement conscience. Il déclarait « Le grand russe chauvin est en substance un gredin et un tyran. Tout comme le bureaucrate russe type, il n'y a pas de doute que le pourcentage infime d'ouvriers des soviets ou soviétisés se noieront dans la marée de cette canaille comme des mouches dans du lait. » Ça, c'est en 1922. Lénine écrit ça avant d'être tétanisé par une crise d'hémiplégie. On ne le reverra plus après, ce sera un légume sur une chaise, et il mourra le 21 janvier 1924. C'est la raison pour laquelle Lénine voulait résoudre la question des autres nationalités non russes sous l'angle d'un principe. L'internationalisme ne doit pas être relativisé au profit du centralisme de Moscou. La puissante tradition de l'empire tsariste doit être continuellement combattue. Ainsi, la future URSS devra être fédérative. Lénine envisageait même une fédération de républiques indépendantes. D'accord ? Vous voyez jusqu'où ça va, internationalisme à l'intérieur de la construction soviétique. La bureaucratie intervient donc, comme je vous l'ai dit, dans un contexte de reflux extérieur et de décombres intérieurs. Voilà, après la terrible guerre civile, il y a une confiscation de fait du pouvoir par ceux qui revenaient vivants et n'aspiraient qu'à la stabilité dans leur localité d'origine. De plus, le nombre d'éléments les plus conscients et internationalistes était mort dans les combats. Les nouvelles institutions ont dû se constituer avec beaucoup de fonctionnaires dans l'Ancien Régime, plus de 4000 sur 4400. C'est-à-dire qu'en 1922, la Russie soviétique n'arrive à former que 400 nouveaux fonctionnaires. C'est terrible, dont une grande partie sur l'instruction, mais pas sur les autres secteurs de l'appareil d'État, notamment la police, etc. L'armée rouge a dû faire appel à des généraux blancs et à leur mettre des commissaires politiques avec un pétard sur la tempe pour qu'ils agissent dans un premier temps. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est terrible. Alors après, on va dire, regardez, c'était dur, machin. Bah ouais, attendez, c'était dur. Bon, voilà. Dans ces conditions, le peuple se détourne vers ceux qui détiennent le pouvoir. L'appareil, la possibilité d'avoir un travail, un statut, une reconnaissance. Le parti-État est une machine à redistribuer les prébendes. Le clientélisme d'appareil se monnaie en adhésion politique. La promotion Lénine est un bel exemple. Staline fait rentrer 200 000, je crois que c'est 200 000 nouveaux adhérents en 1924, après la mort de Lénine. Donc des gens pas éduqués, pas machin, etc., qui répondent aux consignes du chef. Donc vous imaginez l'opposition de gauche animée par Trotsky, etc., en 1924, balayée, sifflée, tout ça. Bon, voilà. Voilà. L'appareil central se constitue en couche sociale spécifique cherchant la stabilité et la paix. La bureaucratie est une réalité beaucoup plus large sur l'ensemble de la société soviétique. Elle est composée des permanents du parti, des bureaucrates de l'État, des chefs officiels, des soviets vidés de leur pouvoir, des directeurs d'usines, des techniciens, des nouveaux officiers de l'armée rouge. Les privilèges politiques et matériels la rendent conservatrice et contre-révolutionnaire. Voilà pourquoi la contre-révolution est possible. Parce que les phénomènes sociaux et matériels permettent qu'idéologiquement, cette nouvelle couche sociale devienne conservatrice et contre-révolutionnaire. Sa principale préoccupation à cette nouvelle bureaucratie est de préserver le statu quo tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle Staline théorisera le socialisme dans un seul pays, opposé à l'internationalisme. Comment, dans un pays qui a fait la révolution d'octobre et qui a créé la troisième internationale, on peut théoriser le socialisme dans un seul pays? Ça n'est pas possible, c'est antinomique. Vous voyez ? Et pourtant, il le fait. Alors, le bonapartisme est une caractéristique importante de cette bureaucratie. C'est une référence au coup d'État du 18 Brumaire de Bonaparte, en 1799. Le bonapartisme est une méthode de prise du pouvoir et de gouvernement pour en finir avec les acquis de la Révolution. Bon, la Révolution, je vous ai dit, elle s'est arrêtée. Enfin, c'est une image, c'est pas arrêté du jour au lendemain. Mais il a fallu institutionnellement et politiquement que Bonaparte fasse le coup d'État du 18 Brumaire en 1799 pour rompre avec le cycle de la dynamique révolutionnaire et passer institutionnellement et de manière étatique à autre chose.
Voilà. C'est un régime où la classe, la catégorie dominante, veut sauvegarder ce qu'elle possède. Elle accepte la mise en place d'un appareil politique, policier et militaire, avec à sa tête un sauveur suprême. Le bonapartisme est incarné par le pouvoir personnel. Il émerge comme une nécessité dans une période de contradiction particulièrement aiguë. Le régime bonapartiste ouvre la voie entre deux camps. Sous Bonaparte, c'était entre la moyenne bourgeoisie et les financiers. Ici, dans l'URSS du milieu des années 20, c'est entre le prolétariat et les classes enrichies. Alors, en effet, entre 1921 et 1928, la nouvelle politique économique en 1921 dira on fait un peu de capitalisme d'État après la guerre civile, on oxygène l'économie, on repermet à une petite bourgeoisie et à une classe moyenne marchande et paysanne de se reconstituer, etc. Staline va beaucoup plus loin jusqu'en 1928, jusqu'au jour où les koulaks, c'est-à-dire les paysans enrichis, demandent leur part du gâteau. Et là, à ce moment-là, il fait la collectivisation forcée entre 1928 et 1932, 5 millions de morts, la famine totale, etc. Donc des tournants successifs, complètement délirants. La politique inconséquente amène des tournants successifs, des sacrifices innombrables et des catastrophes sur le plan économique. On en arrive, dernier élément, le stalinisme ou la dictature de la bureaucratie. Donc il y a une couche bureaucratique et elle contient en son sein bien évidemment des éléments de différence, des contradictions suivant sa place dans le pays, son échelon, son territoire, surtout sur un pays aussi immense que la Russie. Elle procède en son sein à une sélection et met en place une chaîne de commandement, ça c'est très important, avec une discipline administrative et politique totale, un pouvoir personnel, exclusif et infaillible. Le même régime doit régner partout, au kolkhoz, à l'université, aux soviets, à l'usine, à tous les échelons, un chef, des fidèles qui suivent un autre chef, et au sommet du sommet, le chef des chefs, des bureaucrates, Joseph Staline qui les représente et qui incarne la stabilité et la férocité du pouvoir. Voilà. Cette couche bureaucratique doit donc abattre le parti de la Révolution d'octobre. Ses valeurs, ses références, ses figures marquantes, ce sera la terrible dynamique des événements qui conduiront jusqu'au procès de Moscou, les 3 procès de 1936, 1937 et 1938, où toute la direction bolchevique sera liquidée par Staline. Toute. Il n'y aura pas un survivant. Il y a une seule personne qui survit, c'est Alexandra Kollontai qui a été nommée ambassadrice en Norvège on lui a dit en gros tu t'en vas et c'est mieux pour toi. Léon Trotsky qui est parti qui a été exilé en 1929, qui a été exilé au Mexique et qui a été assassiné par un agent de Staline à Mexico en 1940. Là aussi, il y a une multitude de livres, de films. Frida, par exemple, sur Frida Kahlo est un bon film où on voit ça. Il y a l'assassinat de Trotsky, le film de Losey avec Richard Burton, Romy Schneider et Alain Delon, excusez-moi du peu pour le cast, qui est très très bon aussi et qui permet aussi d'avoir quelques impressions là-dessus. Donc le parti sera détruit entièrement. Toute la direction bolchevique et 1 200 000 bolcheviques seront assassinés. Et une partie déportée, bien sûr. Donc le parti qu'il y a après les procès de Moscou, c'est un autre parti. Et quand en 1937, par exemple, c'est le procès de toute la direction de l'armée rouge, ça a des conséquences sur la guerre. Parce que non seulement Staline liquide l'armée rouge en 1937, il signe le pacte germano-soviétique en 1939, il n'écoute pas ses services secrets, et notamment Léopold Trepper, qui a écrit l'Orchestre Rouge, etc., qui l'informe de l'opération Barbarossa, où Hitler va envahir l'Union soviétique le 22 juin 1941, et où on se retrouve avec l'armée rouge, l'armée allemande qui rentre, là-bas, des batailles comme la bataille de Stalingrad, où l'armée est complètement désorganisée, faute de généraux, de formation, etc., etc. Voilà. Donc, je termine cette partie avant d'aborder... Normalement, je devrais terminer la formation, c'est ça? Vous me laissez 5 minutes de plus ou pas?
Ah bah nous, oui. Oui, mais nous, on est tranquille, là. On est dans une salle où on ne devrait pas être, normalement. Ah oui. Donc, si... Non, mais vous avez peut-être autre chose à faire. Ça vous intéresse ou pas? On continue jusqu'à 4 heures. Hein. On se donne 10 minutes. À 16 heures. Ah, je suis désolé. Bon. Écoutez. Bah, je vais pas traiter le. Je peux traiter le. Je peux traiter je sais pas par quel bout terminer parce que c'est vrai que c'était un peu une gageure en prenant un peu de retard là. Alors, si je vais prendre la partie. Bon, d'abord, la nécessité révolutionnaire. 2, pouvoir dégager. Les éléments positifs et négatifs dans une révolution. J'ai essayé de le faire de la manière la plus objective possible, c'est-à-dire en me basant sur une analyse matérialiste des faits. Pour ce qui nous intéresse à nous, sur le plan contemporain, c'est bien sûr pas de faire comme moi j'ai fait dans ma jeunesse quand j'étais à la Ligue communiste avec Daniel Ben Saïd, nous projetait Octobre d'Eisenstein et nous disait c'est ça qu'on veut faire. C'est plus possible de faire ça. Bon. Même néanmoins, les grandes révolutions comme la Révolution française, comme la Commune de Paris, comme la Révolution russe, sont porteuses à la fois d'espoir, d'enseignement, mais de nouvelles exigences. Et les nouvelles exigences qu'on a à relever à la période contemporaine sont notamment de 3 grands ordres. Et ça, je voudrais qu'on insiste là-dessus, en conclusion. Le premier, c'est la question de la démocratie. La grande leçon, y compris de la Révolution d'octobre, c'est qu'on ne peut pas transiger avec la question démocratique. La question démocratique, la question doit être totale. Et y compris Rosa Luxembourg, dans les critiques qu'elle a relevées dans les premières années de la Révolution, ça a empiré après, étaient, à mon avis, des critiques absolument fondées. Donc la question de l'exigence démocratique est la question du pouvoir à la base par les organes citoyens. On les appelle comme on veut, les soviets, les assemblées constituantes, tout ce qu'on veut. L'idée, c'est que le peuple ait le pouvoir, d'abord dans une dualité de pouvoir par rapport à des institutions qui ne sont pas les siennes, mais ensuite que ces organes de pouvoir soient perpétuellement les organes de contrôle des transformations. Deuxième élément extrêmement important, on pourra peut-être même le mettre en premier, c'est la question du féminisme. C'est la question de l'égalité femmes-hommes. Bon. Dans les processus révolutionnaires récents, le principal processus révolutionnaire et le principal mouvement révolutionnaire qui nous interpelle sur cette question-là sont les Kurdes. Les Kurdes sont extrêmement avancés, pas simplement parce qu'on a vu les femmes gagner à Kobané contre Daesh en les faisant fuir parce qu'elles avaient de jolis cheveux qui flottaient au vent et que les autres complètement tarés avaient peur des femmes qui combattent, mais parce que la question de la place des femmes dans les organisations politiques, notamment avec des binômes politiques à tous les échelons. Moi, je suis un des responsables du suivi au Proche-Orient, au Moyen-Orient et principalement sur la Turquie et le Kurdistan pour le parti de gauche, mais aussi j'y vais au titre de la France insoumise, donc je connais bien cette réalité. Quand on revient de là-bas, on fait preuve d'un grand esprit d'humilité, d'un grand esprit de responsabilité. Je veux dire que c'est les nanas qui dirigent et ça fait du bien aussi. Voilà, je vous le dis, pas par démagogie haute, mais je le pense profondément. Et cette question du féminisme, au sens des droits des femmes et de la place des femmes, non seulement dans les droits, mais dans la direction politique, est une question absolument centrale. Et la troisième question, c'est évidemment la question écologique, qui est le troisième grand impératif, démocratie, féminisme et écologie, et qui doit nous guider dans ce qu'on a à faire. Bon, donc, ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'en 1917, les soviets ont été le fer de lance de l'auto-organisation et de l'autogestion. Il y a eu une assemblée constituante, mais qui a été dissoute par les bolcheviks en 1918. Donc ça a posé un grand problème, même si encore une fois, il y a eu un décalage, parce que cette assemblée avait été élue quelques mois auparavant, etc. Mais, donc la question de l'assemblée constituante doit devenir une question centrale, en même temps que la question des organes de base. Face à l'oligarchie, on a pu avoir dans la période contemporaine un certain nombre de révolutions protagoniques,
c'est-à-dire où le peuple était le protagonisme du changement, notamment en Amérique latine, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, avec l'originalité d'avoir mis en place des mécanismes permanents de contrôle, de décision par le vote et la possibilité de révoquer les élus. Quand on critique le Venezuela, ne baissez jamais la garde d'un millimètre par rapport à cette question-là. Jamais d'un millimètre. Il y a des acquis de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à dire dans d'autres domaines, notamment la corruption, notamment l'incapacité à avoir utilisé la rente pétrolière pour diversifier l'économie, y compris une certaine tiédeur par rapport à certains secteurs marchands et de la bourgeoisie qu'il aurait fallu davantage cadenasser que ceux qui y ont été. Mais sur la question des mécanismes protagoniques d'intervention du peuple, de contrôle et de révocation des élus, ce qu'ils ont fait dans les conditions qui étaient les leurs est quelque chose d'absolument remarquable et il ne faut pas baisser la garde par rapport à ça. Ce qui est donc important, la grande leçon de toutes ces révolutions, y compris de la révolution russe, mais aussi de ce qui se passe du point de vue contemporain, c'est que le peuple doit se constituer en peuple politique, conscient de lui-même, et de s'unifier autour de revendications et d'objectifs en commun, au travers de l'action, encore et toujours. Au travers de l'action, encore et toujours. L'action forge l'expérience, elle ouvre l'appétit d'apprendre, elle aide à surmonter les divergences et les contradictions, et elle affûte la conscience. Je me permettrai de citer notre camarade Jean-Luc Mélenchon dans l'ère du peuple. En définissant sa constitution, le peuple s'identifie à ses propres yeux, il se constitue lui-même en quelque sorte. Par exemple, en disant quels droits sont les siens, en organisant sa façon de prendre les décisions, en définissant l'ensemble des pouvoirs qui agissent pour faire fonctionner tout cela, le processus constituant est l'acte fondateur de la conquête et de la souveraineté du peuple. Nous avons donc un autre élément dans notre doctrine qu'on appelle l'écosocialisme. Alors je ne sais pas si on l'appelle trop l'écosocialisme à la France insoumise, mais certainement si, c'est des brochures que vous pouvez retrouver dehors. C'est l'idée que le nouveau paradigme au XXIe siècle, c'est à la fois de défendre l'écosystème et de permettre la répartition des richesses. Et il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de capitalisme vert, qu'il ne peut pas non plus y avoir d'économisme sans intégrer la question écologique, mais que les deux se nourrissent dans un nouveau projet qui est l'écosocialisme, qui est finalement un nouvel humanisme pour l'avenir. Voilà. Donc dire que notre révolution citoyenne est une nécessité et que pour cela, il y a 3 bouleversements à opérer à 3 niveaux. Je conclus là-dessus. Le premier niveau sont le terrain des rapports de propriété. En effet, la question de la propriété privée est un obstacle à la socialisation des biens communs. Les classes sociales sont liées à un mode de production et d'appropriation. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça c'est intéressant à noter dans sa première phrase, parce qu'on dit souvent les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais la deuxième partie de la phrase, c'est les distinctions sociales ne sauraient être fondées que sur l'utilité commune. Donc vous avez dans la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme l'idée de l'égalité et la question du bien commun ou du bien privé, mais qui ne peut être fondé que sur l'utilité commune. Donc en quoi un bien privé qui méfait, qui va contre l'ensemble de la société, pourrait être lié à une utilité commune. C'est-à-dire que dans la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme, vous avez finalement le concentré de ce qui pourrait être le socialisme, la révolution citoyenne, le bien commun, etc. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse. La révolution citoyenne aura donc besoin de socialiser ce qui relève des biens communs pour l'utilité commune, à savoir l'eau, l'air, la terre, la mer, l'éducation, la culture, la santé. Les moyens d'échange et de transport et de la grande distribution devront faire aussi partie de la propriété commune. Il faudra bien disposer de nouveaux leviers pour planifier les transformations, car ce n'est pas le marché qui le fera. Deuxième grand bouleversement, le système des valeurs. Le capitalisme, c'est la concurrence et la compétition. Il faudra y substituer, sur la base précisément d'une nouvelle base matérielle et de nouveaux leviers politiques, la question de la solidarité et de la coopération. Et le troisième bouleversement est bien sûr d'ordre institutionnel par rapport à l'État, par rapport aux lois et par rapport aux traités. Voilà. Donc l'imbrication, je conclus en disant que l'imbrication totale du système des échanges et des peuples au plan international, de même que les intérêts du capitalisme
à maintenir sa domination, nous incite à coordonner les luttes et les mouvements. Si le socialisme n'est pas possible dans un seul pays, alors la révolution citoyenne non plus. La révolution citoyenne a bien une vocation universelle. L'idée d'une internationale citoyenne doit faire son chemin et elle est certainement notre avenir. Voilà.